notre quatrième candidat, Pierre-Yves Bournazel. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Michel, je suis travailleur social, intervenant en RDR, donc réduction des risques, dans une association que vous connaissez, je pense, qui s'appelle Gaïa. Il me semble que vous connaissez. Donc moi, mon propos, en fait, j'ai travaillé à la mise en place de la salle de conso, dans laquelle vous êtes venu. J'ai voulu, depuis le début, enfin avec mon équipe, on voulait impliquer des personnes concernées. Et donc j'ai porté un projet qui s'appelle le Lab Expert, et qu'un projet qui est avec la ville de Paris, avec le dispositif Première Heure. Ce dispositif, pour nous, est très compliqué, même s'il permet de pouvoir rémunérer des personnes à l'heure pour de peu d'heures. C'est une première marche vers le retour à l'emploi. Sauf que ce dispositif, d'après ce que j'entends, est menacé. Et moi, je voulais simplement savoir qu'en est-il, quel est le devenir ou l'avenir du dispositif Première Heure, ou s'il y a quelque chose d'autre à la place. Enfin, voilà. Éclairez-moi là-dessus, parce que il faut savoir que quand même, il y a 2 ans, en plus c'est un projet expérimental sur lequel je bosse, où c'est que pendant 3 mois on n'a pas été financé, on n'avait pas de salaire et on continue à travailler comme ça. Donc j'aimerais bien savoir si mon projet a de l'avenir ou s'il faut que je pense à autre chose. Alors, c'est un dispositif que je connais parce qu'il a été mis en place par Myriam El Khomri lorsqu'elle était ministre du Travail et de l'Emploi, et elle l'a expérimenté notamment dans l'arrondissement qui est le mien. Il permet à des personnes de se resociabiliser petit à petit par ce dispositif, comme son nom l'indique, par de premières heures de travail, pour se réinsérer par le travail. Je pense qu'il faut faire évoluer tout dispositif, mais ça me paraît vraiment essentiel qu'on puisse pérenniser ce type d'activité. Dans le projet qui est le mien, notamment de rachat d'hôtels aujourd'hui économiques 1 étoile, pour les remettre aux normes, pour les transformer, puis pour confier la délégation à des associations qui peuvent lutter contre l'exclusion, pour permettre de l'hébergement durable pour des personnes qui sortent de parcours difficiles, qui parfois vivent dans la rue, dans leur voiture, ou en intermittence chez quelqu'un ou dans la rue, et bien d'avoir, grâce aux associations, la possibilité de défendre ses droits, de rapprendre à la vie sociale et d'être en lien avec les différents dispositifs et les acteurs qui mettent en place ces dispositifs pour repartir sur le chemin d'une vie sociale plus facile et plus apaisée. En fait, la difficulté à chaque personne, parce que chaque personne a un parcours différent, et le temps de la réinsertion n'est pas forcément le même. Et ces dispositifs, plus sont pragmatiques, plus ils peuvent permettre progressivement à des personnes de retrouver une vie plus tranquille et plus apaisée. Dernière question. Je travaille donc avec des usagers de drogue. Je suis moi-même usager. Je suis squatteur, usager. Le statut que je défends, c'est le statut de travailleur pair. Il existe en santé mentale, où on peut se diplômer. Par contre, il est strictement inexistant en addicto. Moi, j'aimerais bien savoir si vous êtes candidat, si on pourrait travailler sur le statut de travailleur pair en addictologie. Et qu'est-ce que vous proposez, vous, par exemple, sur ce sujet ? Propose, ça existe dans la santé mentale, c'est de pouvoir être diplômé, de pouvoir avoir sur une fiche de paye, être considéré travailleur pair, parce que ce qui pose problème, c'est le fait d'être usager, c'est tout. Puisque l'usage est un travailleur pair, c'est quelqu'un qui est reconnu par sa communauté et qui a les mêmes problématiques, sauf que lui a avancé et a pris du recul et a un savoir autre, et il le transmet au sein de sa communauté. Sauf qu'aujourd'hui, pour promouvoir ces postes-là, sortis de petits projets comme le mien ou autre, il n'existe rien. Le statut est inexistant. On peut pas avoir sur une fiche de paye quelque chose qui est interdit par la loi, en gros. On l'a fait pour la salle de conso. On a bien su trouver une loi qui permettait à des personnes de venir consommer des drogues dans un lieu supervisé. Pourquoi on ne peut pas créer un statut pour que ces personnes puissent se professionnaliser et être aussi des travailleurs sociaux à leur tour? Parce que c'est un relais qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui. D'accord, j'ai bien compris. Donc ça serait plutôt des dispositions légales et nationales quand même, si je comprends bien la situation particulière. Donc moi je suis pour l'égalité des droits et je suis pour que chacun puisse s'en sortir et qu'on puisse aider chaque personne et les accompagner vers un chemin de tranquillité et d'apaisement. Donc je vous réponds bien volontiers oui, et si la ville de Paris peut y contribuer et participer, oui. Alors justement,
question claire, réponse claire. Est-ce que vous, maire de Paris, vous construisez des salles de consommation à moindre risque? Est-ce que vous avez en tête de créer 1, 2, 3 centres dans des espaces parisiens? Très rapidement, avant de passer la parole à Fatima. Ce que je sais, c'est que les personnes que j'ai rencontrées à Paris, à Copenhague et à Genève sont mieux dans des lieux protégés que dans la rue. Donc par définition, il faudra État, préfecture, ville, association, tous les professionnels travailler ensemble pour protéger celles et ceux qui consomment et protéger les riverains. Et ce n'est pas en les opposant qu'on va y arriver, c'est en ayant des lieux protégés, sécurisés, des lieux où le personnel médical, le personnel d'accompagnement sur le plan social et psychologique peut vous protéger et vous aider à vous en sortir. Un chiffre financier, vous voulez dire ? Oui, il faut des finances. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut une gouvernance partagée. Et je crois que tout le monde est assez d'accord. Et donc je pense qu'on a besoin sur ces sujets d'apaiser notre débat public, de trouver des solutions. Donc oui, il faut que l'État participe, c'est-à-dire à la fois l'ARS, le ministère de la Santé, bien sûr la préfecture, bien sûr la ville de Paris, et en travaillant avec les associations qui en première ligne savent comment faire pour mettre en place ces financements. Merci Pierre-Yves Bournazel, merci Jean-Michel pour votre question et je passe la parole à Fatima. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Fatima, mère de 3 enfants. Je suis arrivée ici en France en décembre 2016 et je vous assure que l'immigration, ce n'était pas mon objectif. Je suis venue avec un enfant malade que les médecins, avec le temps, ont décidé qu'il reste sur le territoire français. C'est depuis ce jour mon combat, c'est pas uniquement la santé de mon fils, mais au-delà, être sans papier pour une personne qui a tant travaillé. J'étais cadre des finances dans mon pays d'origine pendant 26 ans. Je ne jure que par le travail. Moi, je dénonce en premier lieu le parcours long de la préfecture pour rendre les réponses aux dossiers déposés, qui prennent des années. J'ai soigné mon fils et toutes les opérations avec mes propres moyens, la famille. J'ai loué un appartement au 6e arrondissement, tout près de l'hôpital Necker. Sauf que un jour, l'appartement devient insalubre. J'étais obligée de quitter l'appartement et mes ressources n'étaient plus là. Et frapper les portes des 115 qui m'ont orientée vers le centre d'hébergement à Levallois-Perret, où je suis maintenant depuis 2 ans et demi. Ça ne devient pas un hébergement d'urgence. Ça devient mon vécu, mon chez-moi. Moi, personnellement, j'étais bénévole aux Jeux Olympiques et la préfecture de police m'a accréditée. Et j'étais ravie. Et j'ai représenté la France aux Jeux Olympiques avec courage et amour. Et j'ai reçu même des félicitations au comité olympique. Ce que je propose par rapport aux sans-papiers, au lieu d'ouvrir les mains aux aides alimentaires, moi je propose une politique pour réinsérer cette masse des gens sans-papiers qui sont une masse ouvrière à ne pas cacher. C'est un plus pour la France. Il faut les donner les moyens. Moi je propose que l'État accompagne les sans-papiers, au moins en premier temps, pour faire des formations qu'elles, après, elles trouvent dans tous les domaines des gens qualifiés. Moi, je propose la chance aux sans-papiers d'accéder au travail en qualité de vacataire. Quand il manque quelqu'un quelque part, pourquoi ne pas faire appel à eux ? Cette démarche favorise le retour à l'emploi et allégerait le recours aux aides sociales. Voilà. Alors, Monsieur Bournazel, vous avez un programme tout fait par Fatima. Maintenant, je voudrais vous entendre pour savoir si vous prenez ces propositions. Merci beaucoup, Fatima, pour vos propositions et vos questions. Il y a plein de choses. Et tant mieux. D'abord, vous dire que sur le logement insalubre, puisque vous l'avez abordé, le sujet, lorsque j'étais député, j'ai fait voter avec mon collègue Stéphane Peu, à une voix près, un amendement qui permet maintenant de réquisitionner les biens des marchands de sommeil définitivement condamnés par la justice. Et depuis maintenant quelques années, des décisions de justice se prennent grâce à cette loi, grâce à cet amendement qui a été intégré dans la loi Elan en 2018.
Et je pense que c'est un progrès pour lutter contre les marchands de sommeil, mais aussi pour donner aux habitants de nouveaux appartements dignes de ce nom. Vous avez évoqué vos solutions sur les logements. Je vais en évoquer quelques autres. Je l'ai dit tout à l'heure, je souhaite transformer, en rachetant ces hôtels économiques, je souhaite les transformer en hôtels sociaux dignes de ce nom, les rénover, les réhabiliter et les confier, dans le cas de délégation de services, à des associations reconnues pour gérer ces lieux, pour offrir des logements dignes à des personnes qui sont dans des situations d'exclusion, de grande précarité, pour pouvoir les accompagner dans leurs droits, mais aussi les accompagner sur le chemin justement de la formation et de l'emploi, pour lier la question du logement à la question de l'insertion par la formation et par l'emploi. Merci Monsieur Bournazel. Madiba, on vous écoute maintenant, c'est à vous. Bonsoir Monsieur Bournazel, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle Madiba Ousmane Guirassi et j'ai décidé de m'adresser à vous ce soir pour vous parler des MNA, justement, des mineurs non accompagnés. Alors vous l'avez souligné, hein, vous êtes candidat à la mairie de Paris et nous le savons très bien, vous aussi, que la mairie de Paris est aussi un département. Voilà, c'est pourquoi justement je m'adresse à vous pour les MNA parce qu'ils relèvent de la compétence du département. Alors, moi je suis un ancien MNA, j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance, mais catégorie MNA. Déjà, il y a beaucoup de difficultés de manière générale pour le placement à l'aide sociale à l'enfance, mais il y a des difficultés particulières pour les mineurs non accompagnés. Au-delà même de leur parcours migratoire traumatique, quand ils arrivent en France, alors c'est notre calvaire. Moi, je parle plutôt de la maltraitance, parce que ça ressemble à cela. Et ça relève déjà du non-respect de leurs droits, parce que quand ils arrivent, les évaluations sociales qui sont mises en place sont très expéditives. Ils sont soupçonnés d'être majeurs, et donc on leur traite comme des majeurs, sauf que c'est des mineurs qui se présentent. Vous êtes candidat pour être maire de Paris. Si demain, vous êtes élu maire de Paris, est-ce que vous mettriez fin à ce traitement inacceptable et indigne? Moi, je l'appelle comme ça, je le dis parce que j'assume mes mots. Est-ce que vous mettrez fin à ce que des enfants se retrouvent exposés en fonction des saisons à l'extrême froid ou à l'extrême chaleur, dans les campements, dorment sous les ponts, exposés à la faim, au réseau de prostitution, de délinquants sexuels, et qui se retrouvent à vendre des drogues. Il y a une proposition de loi qui arrive à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas député, je comprends tout à fait, mais je voulais savoir votre position. Il va être voté après-demain, le 11, sur la présomption, la reconnaissance de la présomption de minorité. Parce que cette présomption de minorité, je fais très rapidement, quand un enfant se présente devant les services départementaux et dit qu'il est mineur, et qu'on dit qu'il n'est pas mineur, il est jeté dans la rue. Et très souvent, il fait appel. À ce moment-là, ça peut durer de 6 à 1 an, le temps que le juge statue définitivement sur sa minorité. Et pendant ce temps, 1 an avant que le juge statue, lui, il est dans la rue, il perd en projet professionnel, il perd en scolarité, parce qu'en ce moment, il n'est pas scolarisé. Donc, est-ce que vous soutiendrez cette présomption de minorité qui va résoudre certains problèmes? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, j'ai vu dans votre proposition, je l'ai lu, vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez parlé en fait de l'hôtel économique, je l'ai noté. Hein. Ça ne rentrera pas dans la protection des mineurs. Parce qu'il y a la loi Taquet de 2022 qui a interdit le placement à l'hôtel. Parce que ce placement à l'hôtel a créé énormément de problèmes. Beaucoup de jeunes sont suicidés. Et on ne met pas un enfant dans un hôtel sans suivi, sans éducateur, sans savoir ce qu'il fait derrière. Il faut trouver une autre solution que cela. Je vous remercie. D'abord, sur la présomption de minorité, moi j'ai rencontré pas mal d'associations. Ma conviction, c'est qu'il faut qu'elle existe jusqu'à la décision de justice, mais il faut que la décision de justice soit plus rapide. Je suis favorable à des lieux d'accueil. J'en ai vu, j'en connais. Il y en a eu notamment à la Goutte d'Or pour 2 jours et 2 nuits pour accompagner les mineurs.
Et ça ne rentre pas dans ma proposition des hôtels sociaux ni du Airbnb de la solidarité, puisque ça s'adresse à des personnes majeures. Donc c'est très différent. Ça doit être effectivement encadré par des associations et par des personnes responsables et professionnelles pour apporter leur soutien pour les mineurs. Et puis 2 jours, parce que évidemment le but c'est de permettre à ces enfants et à ces adolescents d'aller à l'école, puis d'aller vers une formation. Et donc c'est cet accompagnement-là qui peut être fait aussi par les associations, mais 2 jours aussi, il faut des lieux de jour, parce que tant qu'ils ne sont pas inscrits à l'école ou au moment des vacances ou au moment où ils sont en dehors du système scolaire, il faut que ces enfants soient accompagnés, parce que vous le dites très justement, on a vu là aussi rôder des gens dangereux, des mafias autour des jeunes enfants, des adolescents, sur la question du proxénétisme, sur la question évidemment du trafic de drogue. Il y a toujours des gens qui profitent des difficultés ou des moments de parcours complexes et difficiles, que ce soit pour des mineurs, que ce soit pour des femmes seules, ou que ce soit pour des hommes en général. Oui, je voulais vous préciser du coup sur la partie, ma proposition donc s'adresse pour des personnes majeures, et je distingue bien les hôtels sociaux du Airbnb de la solidarité. Les hôtels sociaux, c'est le rachat d'hôtels économiques aujourd'hui une étoile, les remettre aux normes, les confier dans le cas de délégation à des associations qui vont gérer le lieu pour l'hébergement, mais aussi l'accompagnement social, médical, psychologique et la réinsertion par la formation et l'emploi et vers les dispositifs premières heures ou d'autres dispositifs. Donc d'avoir un encadrement complet pour accompagner les personnes. Le Airbnb de la solidarité, c'est une autre proposition qui a été expérimentée par des associations où, de manière encadrée et protégée, accueillir des personnes qui vivent dans la rue, accompagnées par des associations pour compléter le dispositif d'hébergement qui aujourd'hui est extrêmement saturé. Il y a une petite réaction, là il y a 2 cartons orange, pardon monsieur Bournazel, oui. Ambigu, stratégique. Ça veut dire que vous êtes ambigu, c'est pas très clair. Que devront mettre en place les associations, mais vous en tant que maire, en tant que ville, qu'est-ce que vous feriez en place? Parce que vous mettez en valeur des choses tant bien que mal, que font tant bien que mal les associations qui meurent elles aussi parce qu'ils n'ont pas de moyens. Est-ce que vous mettrez des moyens, des ressources humains et financiers pour ce que demande monsieur et pour ce que vous dites, saluer à droite à gauche? Au-delà des principes, concrètement. C'est pas le principe, parce que je propose que ce soit la ville qui rachète les hôtels. Dans l'accompagnement ensuite. Et bien après, c'est une délégation. Donc il y a un contrat entre la ville et l'association, et donc sujet par sujet, il faudra débattre de la question financière. Ça, on peut le décider qu'au moment où on le met en place. Déjà, la ville va racheter ces hôtels, les remettre aux normes et confier une délégation à des associations qui pourront le faire et être accompagnées, évidemment, sur le plan financier. Bien sûr. Moi, j'essaierai, en tout cas, de tenir les engagements que je porte, et je le ferai en bonne gouvernance et en bonne intelligence avec tous les acteurs, dans le respect de nos différences, mais dans la volonté de faire avancer les sujets et les dossiers et de défendre Paris, une ville qui est profondément juste et humaniste. Vous avez une pancarte verte pour conclure, monsieur Bournazel, c'est pas mal. Finissez bien, un discours honnête, bravo.